Où va la Pologne? Quel est son avenir au sein de l'Europe? Est-ce que, comme cela vient d'être dit, l'évolution de ce pays peut modifier tout l'édifice européen? Nous allons en débattre à présent avec nos invités. Bonjour à vous, Jean-Yves Potel. Bonjour. Vous êtes historien et analyste, spécialiste de l'Europe centrale, auteur de nombreux ouvrages sur notre sujet. Je précise que vous avez coordonné le prochain numéro de la revue Esprit qui est intitulé un nouvel autoritarisme en Pologne. On va avoir l'occasion d'en parler. Bonjour Joanna Nowicki. Bonjour. Vous êtes enseignante en sciences de l'information et de la communication à l'université de Cergy-Pontoise. Vous avez travaillé notamment sur l'identité européenne et les relations entre l'Est et l'Ouest. Bonjour à vous Frédéric Zalewski, chercheur en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, membre de l'Institut des sciences sociales du politique du CNRS. Et bonjour à vous Martin Michelot, Bonjour. chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, directeur adjoint de l'Institut Europeum à Prague. Alors tout d'abord, je voulais votre réaction peut-être. Est-ce que vous reconnaissez dans ce portrait assez sombre d'un pays qui se replie sur lui-même? Je commence par vous, Martin Michelot. Un pays qui se laisserait finalement gouverner par ses peurs. Alors, c'est vrai que ce que montre le documentaire, c'est une Pologne qui a tendance à être coupée en deux. Et c'est une remarque qu'on pourrait faire même à propos de plusieurs pays d'Europe centrale, les pays qu'on appelle les pays de Visegrad, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie. Et c'est vrai que la Pologne a tendance à suivre un peu ce modèle de polarisation des sociétés, qui est très bien décrit dans le documentaire d'ailleurs, comment sur quelques petits sujets peuvent être instrumentalisés pour faire monter la peur de la population par rapport aux questions migratoires, par exemple, mais aussi sur des questions de politisation de l'histoire, qui sont utilisées aussi à des fins vraiment très très claires, de dire qui sont les vrais Polonais, qui sont les mauvais Polonais, on dit parfois même les pires Polonais, dans le documentaire. Ouais. Donc vraiment, c'est des termes qui sont très forts, et c'est vrai que le documentaire montre bien cette polarisation de la société. Jean-Yves Potel, il ne force pas le trait, ce documentaire? Peut-être un peu, mais je crois que ce que fait ce documentaire, c'est qu'il montre effectivement un pays qui est polarisé, coupé en deux, moi je dirais peut-être en trois, enfin ça dépend comment on calcule. Mais ce qui est important, c'est que, là je me mettrai un tout petit peu à défaut par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je crois que ce qui se passe en Pologne, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays. Je pourrais dire par exemple que l'électorat du PiS et le mouvement 5 étoiles en Italie, ou l'électorat du Brexit, ou les Gilets jaunes, chacun à sa manière, chacun dans un contexte et de sa manière, renvoient à des phénomènes européens qui sont des phénomènes, le même type de phénomène. Chacun dans son contexte historique, chacun en faisant appel à ses traditions qui créent l'événement. Mais je crois que c'est un phénomène qu'il faut regarder, nous, en tant que Français, comme faisant partie du problème de l'Europe aujourd'hui. Dans une culture en tout cas qui est particulière, qui est celle de la Pologne. Mais non, dans tous les pays, vous allez prendre dans votre culture des héros, des gens, des boucs émissaires, tout ce que vous voulez. Mais là, le phénomène de profondeur, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire le fait qu'on en a assez de se retrouver d'une certaine manière dans une position d'humilié ou d'exclu, mais pas forcément économiquement. Parce que la Pologne va très bien sur le plan économique. Mais pour des tas de raisons, vous avez des gens qui protestent, qui ne sont pas d'accord et qui sont polarisés par des jeux politiques. D'une certaine manière, je pense que le PiS a été dans ce sens. Joanna Nowicki, je précise d'ailleurs que vous avez la double nationalité française et polonaise, qui va être important peut-être pour justement comprendre cette culture polonaise, ce sentiment d'humiliation dont parle Jean-Yves Potel. Il est très répandu en Pologne. Alors moi, j'ai vu ce reportage avec un œil de quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur les incommunications européennes. Et effectivement, j'ai vu surtout le poids de symboles. Je pense que c'est un reportage qui force les traits parce qu'il s'intéresse aux symboles. Beaucoup de symboles, la nation, le drapeau, l'autodéfense, l'ennemi, la polonité, vraie ou fausse ou profonde. Donc je pense que c'est un vrai sujet qu'on a beaucoup négligé dans le débat européen dans beaucoup de pays. Et il y en a qui gagnent parce qu'ils maîtrisent bien les symboles. Nous dirons ils les instrumentalisent, mais qui n'utilise pas de symboles dans la politique? Donc c'est une très belle illustration de quelque chose qui était précieux à l'époque de la dissidence et qui aujourd'hui, dans beaucoup de contextes, est devenu pop-patriotisme, kitsch-patriotisme, par exemple. On pourrait en parler. Kitsch-patriotisme, on pourra peut-être en reparler. Frédéric Zalewski, un pays figé qui est décrit dans ce documentaire.
Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Yves Potel. Je pense que c'est des phénomènes qui ne sont pas spécifiques à la Pologne, qu'il faut faire attention à ne pas orientaliser en quelque sorte le regard qu'on porte sur les pays d'Europe centrale et orientale. Effectivement, ce qui se passe en Italie, ce qu'on a vu avec le Brexit, même le second tour Le Pen-Macron, ça fait penser exactement à ce qui se passe en Pologne. Il y a des spécificités qui sont données sans doute par la catastrophe de Smolensk, par exemple, qui a accusé cette polarisation dont on parle beaucoup dans le documentaire, et on vient de le dire à l'instant. Il y a un autre aspect aussi, je pense, c'est que le PiS, comme a dit Johanna, réussi à repolitiser les groupes populaires et que ça donne une visibilité à un clivage culturel qui a toujours existé en Pologne, notamment depuis 1989. Il s'est toujours manifesté. Quand on regarde les grandes masses électorales, elles n'ont pas beaucoup bougé. Mais la catastrophe de Smolensk, le travail partisan du PiS a donné beaucoup plus de visibilité à cette polarisation. Puisque vous évoquez la catastrophe de Smolensk, je voudrais qu'on en parle alors rapidement pour bien expliquer ce que ça a pu représenter, 2010, cette catastrophe. Et peut-être d'ailleurs, avant toute chose, Jean-Yves Potel, revenir encore plus en arrière, puisque lorsque le président Lech Kaczynski trouve la mort à Smolensk, il se rend en fait à une célébration qui est le 70e anniversaire du massacre de Katyn, qui est déjà un traumatisme pour les Polonais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement? En quelques secondes. Ouais. La Seconde Guerre mondiale commence en Pologne par une double occupation. 1er septembre, les Allemands, 17 septembre, les Soviétiques. En quelques semaines, l'armée polonaise est défaite. Et vous avez des prisonniers faits par les Allemands et des prisonniers faits par les Soviétiques. Parmi les prisonniers faits par les Soviétiques, il y a beaucoup d'officiers. Et ces officiers vont en 1940, vous avez à peu près 20 000, 22 000 dans différents camps qui vont être assassinés par le NKVD. Là, ils vont être abattus. Par les Soviétiques. Par les Soviétiques. Ils vont être abattus. Et donc, c'est devenu effectivement une grande douleur dans la mémoire polonaise. Et donc, le fait qu'ils trouvent la mort dans cette... Oui, mais attendez, juste un petit point, c'est que les Soviétiques n'ont reconnu officiellement leur responsabilité qu'avec Gorbatchev. Et a commencé un processus entre la Pologne et la Russie, diplomatique, dans lequel ils ont reconnu, ils ont donné des archives, ils ont donné un certain nombre de choses. Et quelques jours avant cet accident de Smolensk, il y avait eu une réunion à Moscou, qui était une réunion anniversaire de ce drame, auquel étaient présents Poutine et Tusk, qui était le Premier ministre. On était à l'époque dans une période de cohabitation en Pologne, et le président de la République, Lech Kaczynski, qui était furieux, et ils ont fait organiser une autre manifestation en allant avec cet avion. Et cet avion, à cause du mauvais temps, et pour des tas de raisons, mais certainement pas de façon volontaire, cet avion est tombé et tout le monde est mort. Mais si vous voulez, c'était aussi une opération politique de Kaczynski à ce moment-là. Alors, après, à partir de là, ce qui était un accident est devenu un complot, un attentat. Et qui était responsable de cet attentat? Principalement Poutine et les Russes, mais aussi tous étant désignés plus ou moins comme complices. Ce qui est très important dans ce que vous nous dites, Jean-Yves Potel, c'est qu'on voit bien comme l'histoire contemporaine vient finalement en surinfection presque de l'histoire un peu plus ancienne. Oui, voilà, et il y a une instrumentalisation qui se poursuit encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais en fait, c'est un phénomène, encore une fois, c'est ce sur quoi on a ouvert le débat. C'est un phénomène qui n'existe pas seulement en Pologne. Mais là, il y a un événement en particulier qui est récent et qui vient, encore une fois, s'ajouter à des événements plus anciens, mais qui n'étaient pas encore totalement purgés. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette utilisation de l'histoire aussi justifie des prises de position politiques de la Pologne, par exemple sur les questions de défense, de politique étrangère, de relations par rapport à la Russie. C'est vrai que Smolensk est utilisé aussi comme un point de justification politique de certaines positions au sein de l'OTAN, par exemple, de la relation par rapport aux États-Unis. Et c'est vrai que Smolensk est devenu presque sorti de son corps, en fait, cet événement-là. Il devient une justification de beaucoup de politiques. Sans compter qu'après, il y a un élément psychologique. Je ne veux pas verser dans la psychologie de comptoir, mais j'ai été frappé, moi, par l'image de Jaroslav Kaczynski dans le documentaire, quand il s'en prend, il est devant les parlementaires, il s'en prend à l'opposition et il dit « Vous avez détruit, vous avez tué mon frère, bande d'ordures ». Il dit, c'est étonnant quand même. Un commentaire peut-être là-dessus? Oui, mais la lecture psychologique, elle a été tentée par beaucoup de commentateurs en Pologne, évidemment, parce qu'il y a toute une théorie autour du sentiment de culpabilité de Jaroslav qui aurait autorisé toutes les lectures complotistes de l'événement pour un petit peu avoir du baume au cœur. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure chose qu'on puisse dire ici. Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est pour dire que oui, c'est important. Enfin, je pense que le symbole de Katyn était très fort, mais de toute façon, la politique historique était
un domaine investi, la politique mémorielle, la politique historique était un phénomène, un processus investi depuis tellement longtemps, y compris par les libéraux, que c'est dans une politique beaucoup plus générale et beaucoup plus vaste que ça s'est inscrit, mais ça a donné une caisse de résonance extraordinaire à cet événement, et surtout, ça a bénéficié surtout au PiS, qui du coup a pu tirer encore davantage à son profit cette politique mémorielle, cette politique historique. Jean-Yves Potel. Oui, juste un point, dire que le PiS au pouvoir a tendu toutes les relations avec ses voisins. C'est-à-dire que dans la période précédente, on a vu toute une série de politiques avec les voisins qui étaient une politique d'apaisement, avec les Ukrainiens, avec les Allemands, avec les Russes. Bon, et depuis, quand ils sont arrivés, et Smolensk a joué un rôle très important dans cette affaire. Tension avec les Russes, tension avec les Ukrainiens sur les histoires de... Tension avec les Allemands, en leur demandant des réparations, etc. Et finalement, on a une Pologne qui, aujourd'hui, est en conflit avec tous ses voisins. Très isolé, hein, Joanna Je Nowicki. pense que c'est un sujet fondamental. Oui. Moi, j'ai tendance à lire ce qui se passe aujourd'hui en Pologne à travers le titre d'un magnifique ouvrage qui est sorti il y a 20 ans ou plus à Paris et qui s'appelle « Pardonnez à vos ennemis. Aimez-vous et pardonnez à vos ennemis ». Cette réconciliation et le pardon a été la ligne extrêmement importante de toute la dissidence et de toute la politique internationale lorsque la Pologne a retrouvé son indépendance. Elle est rompue par le gouvernement PiS, à la place de la réconciliation et du pardon, on a la revanche et la revanche. Et ce, en 4 ans seulement, puisque voilà. ça ne fait que 4 ans finalement que... Donc la rancune et la revanche, Smolensk correspondait exactement à tout ce qu'il fallait pour en faire une politique. Et effectivement, on peut lire beaucoup d'événements à travers ces deux mots. Et c'est intéressant de constater que l'arrivée au pouvoir du PiS a aussi été menée en parallèle avec une amitié qui est encore plus profonde avec le gouvernement hongrois. Et on voit justement que le recul de la démocratie, de l'état de droit en Pologne est très très directement inspiré de ce qui se passe en Hongrie. On les appelle maintenant les deux frères. Il y a des promesses de solidarité mutuelle. Ce projet de contre-révolution culturelle dans l'Union européenne, ça illustre tout à fait les propos. Alors, on va parler de la question démocratique en Pologne. Je voudrais juste, puisqu'on parlait d'instrumentalisation de l'histoire, vous poser une question très rapidement sur une autre instrumentalisation. C'est très présent dans le documentaire. Il s'agit de l'influence de l'Église catholique, et notamment de ce média ultra-catholique qui s'appelle Radio Maria. Peut-être quelle est d'abord tout simplement son influence réelle dans l'opinion polonaise ? Poser la question sur l'importance de l'Église catholique en Pologne, ce n'est pas nouveau. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur le rôle joué par une certaine Église, parce que je pense qu'il faut faire très attention de ne pas parler de l'Église en Pologne, mais des églises en Pologne et le rôle qu'ils jouent. Oui, je pense que le phénomène fondamental depuis 20 ans, c'est la perte d'influence de l'Église catholique en Pologne. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Moins de gens vont à la messe, moins de gens se communient. Et il y a il y a eu un film qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Clergé. Ce film, qui est un film à charge sur l'Église, vous voyez des prêtres et des évêques corrompus, homosexuels, pédophiles, mariés, alcooliques. Et tout ça assez bien monté. Ce film, dans un pays où finalement les salles de cinéma ne sont peu fréquentées, en un week-end, il y a 1 million de personnes qui est allé le voir. Et en quelques semaines, 5 millions de personnes. Ce qui est énorme. C'est plus que Titanic. C'est plus que Titanic. Et ça vous donne une idée. Et je suis allé le voir en Pologne, je peux vous dire que l'ambiance, on sentait tout de suite comment c'était. Alors ça montre qu'aujourd'hui, l'Église catholique est en crise. Et puis vous avez cette radio, ce prédicateur, qui est aussi un homme d'affaires, qui a une radio, qui a une télévision, qui s'appelle le Père. C'est vraiment l'un des hommes les plus riches de Pologne. Oui, c'est un peu. Et lui, il développe une position qu'on pourrait caractériser, disons, de national-catholique. Je n'identifierais pas le pouvoir à Radio Maria. En tout cas, il y a une instrumentalisation mutuelle, on peut dire. Mutuelle. Il y a des intérêts mutuels. Alors, je voudrais qu'on avance maintenant et qu'on parle de l'avenir de la Pologne en Europe. Et pour ça, je voudrais qu'on commence par regarder cette archive. Vous allez voir, c'est frappant. On revient en 2004, le jour de l'entrée officielle de la Pologne, qui est célébrée alors par une famille polonaise, l'entrée dans l'Union européenne. Regardez. Personne ne travaillait hier à Varsovie. Un congé exceptionnel comme pour préparer l'événement. Christina et Stanislas l'ont consacré à leurs enfants. Ils aimeraient qu'ils se souviennent de ce grand jour. Je pense que les gens de mon génération
sont plus, disons, plus contents de cette rentrée de l'Europe, ayant plus confiance et beaucoup d'espoir surtout. 15 ans de réformes douloureuses et d'un capitalisme parfois sauvage plaident selon eux pour une Europe qui n'oublie pas les hommes. On voit les campagnes, on voit les industries en province et on voit qu'il y a besoin d'une protection, d'une humanité dans cette Europe. Beaucoup de monde dans les rues de la vieille ville dès la tombée de la nuit, avec un concert sur la place du château pour les jeunes venus par milliers. Et une cérémonie officielle sur l'esplanade du soldat inconnu pour les plus enthousiastes. Christina et Stanislas sont là avec leurs enfants et leurs amis. À minuit, le drapeau européen flotte sur Varsovie. Elle est intéressante, cette archive, parce qu'on voit le chemin parcouru, on voit d'où l'on part, et on a du mal d'ailleurs à comprendre comment l'opinion s'est à ce point retournée. L'opinion ne s'est pas retournée. L'opinion ne s'est pas retournée. Alors, c'est très important. Allons-y. C'est ça le problème, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, invariablement, depuis cette date, entre 80 et 85% des Polonais sont favorables à la présence de la Pologne. Mais pardon, mais le gouvernement polonais n'est pas suicidaire sur ce point. Il y a beaucoup de... Alors, allons-y. Il y a des nuances qu'il faut mettre en avant. Évidemment, on a beaucoup parlé dans cette émission d'instrumentalisation. L'instrumentalisation de Bruxelles, de l'Union européenne, est présente comme l'instrumentalisation de l'immigration ou de l'étranger peut l'être. C'est vraiment la question de l'influence de la Pologne relative à sa taille au sein des instances européennes qui est vraiment la question aujourd'hui. Et c'est vrai que la principale question qu'on peut se poser parfois, c'est comment est-ce qu'un pays qui a autant bénéficié de l'Union européenne, comme on le dit très souvent autour de nous dans des discussions, comment est-ce que ce pays politiquement peut être opposé à l'Union européenne? En fait, même les dirigeants politiques ne sont pas du tout opposés à l'Union européenne parce qu'ils savent très bien. Mais dans les discours, ils disent exactement l'inverse. Alors ça dépend des moments, ça dépend des phases, ça dépend des partis. Mais quand on voit ce que Kaczynski peut dire de l'Allemagne, par exemple, enfin on le voit dans différent. Mais ça, les relations bilatérales et les relations de l'Union européenne sont complètement différentes. Et c'est vrai que l'Union européenne reste le moteur de la croissance en Europe centrale, en Pologne principalement. Les 4 libertés fondamentales de l'Union européenne restent le moteur de la croissance de la Pologne. Et donc c'est vrai que sans cette appartenance à l'Union européenne, la Pologne ne serait pas du tout là où elle est aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qui sont soulignées. Mais c'est juste qu'il y a eu des abus, on va dire, des captations de fonds européens qui ont d'ailleurs été un peu omises dans le documentaire qu'on a pu voir sur les abus du précédent parti au pouvoir. Et donc là, c'est vrai qu'il y a eu un peu cette instrumentalisation de l'Union européenne comme étant un objet qui a plus favorisé les classes dirigeantes, les riches, par rapport aux classes moyennes et aux classes populaires. Ah, donc c'est de ça, en fait, c'est cela que le PiS, les conservateurs, critiquent essentiellement. Ce n'est pas le seul argument. Moi, je crois qu'il faut rappeler quand même ce qu'est l'européanité des Polonais. Le terme, d'ailleurs, est peu utilisé en français et il est tout à fait naturel pour un Polonais. On vit son européanité parce qu'on est Polonais. La Pologne fait dans la conscience des gens partie de l'Europe depuis toujours. Et là, on a été privé pendant l'occupation soviétique. C'est ça la lecture. Donc quand la Pologne entre en 2004 dans l'Union européenne, c'est appelé en Pologne retour à l'Europe. Ce n'est pas l'élargissement de l'Europe. Le mot est très caractéristique. Enfin, quelque chose de normal. L'argument était nous allons vivre normalement comme des Européens. Et puis, deuxième argument très important, ne mélangeons pas la population, la société et le pouvoir. Parce que là, on ne va rien comprendre de ce qui se passe actuellement en Pologne. Les dirigeants actuels ne reflètent pas à 100% la société polonaise et le discours pro-européen reste... Je pense que les élections le montreront d'ailleurs, les élections européennes. Oui, le sentiment européen reste vraiment très fort, très ancré. Tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient de dire. Je pense qu'il y a 2 moments importants. 2004, pour une autre raison qui n'a pas été rappelée ici, en sciences politiques, on a parlé d'européanisation Potemkin pour parler de cette frange de l'élite politique qui s'est en façade un peu convertie à l'Union européenne parce que c'était le moment de l'entrée dans l'Union européenne. Et puis 2008, parce que ça a montré à la Pologne surtout, en fait, qui a été le seul pays qui n'a pas été touché par la crise de l'euro et par la crise financière à ce moment-là, ça a montré qu'il y avait des faiblesses aussi dans la construction européenne. La crise grecque a eu un effet d'apprentissage un peu à contre-temps finalement sur les élites polonaises qui ont montré qu'on pouvait se passer, dans certains cas en tout cas, qu'on pouvait se passer de l'Europe. Et comme le PiS est un parti beaucoup plus souverainiste que les libéraux, ils ont joué beaucoup plus à fond cette carte souverainiste qu'ils auraient pu le faire dans d'autres circonstances.
Oui, enfin, je ne Jean-Yves vais pas vous assommer avec des sondages, mais vous donner 2 sondages qui sont tout à fait actuels, qui vous donnent une idée, parce que je pense effectivement qu'il y a une utilisation de l'Europe dans le débat politique. Mais sur le fond, un premier sondage qui m'a complètement étonné, qui a été fait en août par Ipsos, c'est très sérieux, qui donne que 77% des Polonais considèrent que l'adhésion à la Pologne a renforcé sa souveraineté. Sa souveraineté. Oui. Ouais. 77%. Et après, vous prenez une autre question. Est-ce que vous êtes sur les personnes qui pensent que est-ce que la Commission européenne a raison de poursuivre la Pologne sur la question de l'état de droit? Il y a un an, début 2018, la majorité des Polonais pensaient que la Commission ne devrait pas faire ça. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. 56% des personnes interrogées en décembre 2018 par Ipsos souhaitent que la Commission européenne poursuive ses procédures contre la Pologne. Vous êtes en train de nous dire que de tous les peuples européens, la Pologne serait l'un des plus europhiles? C'est un des plus un europhiles. pays C'est un des plus profondément europhiles, oui. europhile. Et vous avez, c'est un des pays où il y a le plus, effectivement, et ce qu'a dit Johanna tout à l'heure sur la question du retour, de la réunification de l'Europe, c'est très important. Les Polonais ont beaucoup pensé leur avenir dans ce contexte-là. Alors, bien sûr, il y a des courants nationalistes qui sont très hostiles, mais si vous prenez l'idée du Polexit, c'est-à-dire... Oui. Le Brexit en Pologne, il y a ça très peu de gens qui sont favorables à ça. Il y a très peu de groupes politiques, même les groupes politiques qui sont les plus hostiles, ils disent non, il faut faire une Europe des nations, il faut garder nos souverainetés. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à ce renversement du pourcentage des personnes qui s'expriment plus en faveur des institutions européennes? Parce qu'on ne parle pas de l'Europe, des institutions. Après ce meurtre tragique du président de la ville de Gdańsk, qui a mis vraiment en valeur la question que j'ai posée au début, qui est la question de la réconciliation ou du langage de haine. Effectivement, il y a eu une grande prise de conscience après l'assassinat d'Adamovitch, qui a touché toute la Pologne. Et on le voit très bien aussi dans d'autres sondages, dont je ne vais pas vous abreuver, mais on voit très bien que si le PiS reste encore très fort, il s'érode un petit peu. Ce qui ressort beaucoup dans le documentaire, c'est que la critique à l'égard, non pas forcément de l'institution, de l'Union européenne, mais de l'Europe en général, c'est qu'elle se perd, c'est qu'elle se dilue, c'est que ses valeurs disparaissent. Ça, pour le coup, c'est très présent dans le discours des ultra-conservateurs. Ça, c'est exactement la propagande de PiS que vous êtes en train de reprendre. Mais est-ce que, pardon, non, mais je dis ça parce que si c'est vous prenez présent. des études sociologiques, à la question qu'est-ce qui vous apporte le plus l'Europe, c'est pas des subventions, c'est la possibilité de circuler. C'est de circuler, les échanges avec l'Europe et la liberté. C'est ça que vous apportez l'Europe. Pour que ce soit bien clair, je ne reprends pas à mon compte cela. J'y fais référence parce que c'est présent dans le documentaire. Et la question que je vous pose du coup, c'est cette crainte d'errance un peu identitaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très présent? Vous aviez commencé par cela, c'est présent peut-être dans toutes les sociétés européennes, mais plus en Pologne qu'ailleurs. C'est vraiment la propagande du PiS. Et moi, j'aimerais beaucoup insister sur la différence. Je mettrai un tout petit peu de distance par rapport à ce que vous avez dit en comparant la Pologne à la Hongrie de Orban. La principale différence, c'est la force de la société civile. Et vraiment, quand on connaît bien les deux pays, on se dit qu'ils ne vont pas évoluer de la même façon, parce que cette manifestation massive du langage de réconciliation pro-européenne après la mort du président de Gdańsk montre que les gens étaient là. Il a suffi. Ce drame a éveillé un mouvement formidable qui n'était pas dirigé par les politiques, qui était vraiment spontané et repris ensuite par d'autres personnes. Alors là, j'en viens au point suivant, qui est celui justement de l'état de l'opposition. Vous parlez de la société civile, mais après il y a une opposition instituée. Dans quel état est-elle face à justement aux menaces dont on a parlé rapidement tout à l'heure, menaces que le PiS ferait peser sur la démocratie? S'agissant de l'opposition, il y a une grosse crise de leadership depuis que Donald Tusk est devenu président du Conseil européen et depuis qu'il est parti, les leaders potentiels de l'opposition sont tous assez contestés. Ça dure aujourd'hui sous une forme un peu différente depuis qu'un homme politique qui s'appelle Robert Biedroń, qui vient plus ou moins de la gauche, a fondé un parti qui se veut un petit peu la duplication polonaise de LREM. Alors c'est un parti qui pour l'instant dans les sondages marche bien, qui donne l'impression que ça va réagencer les rapports conflictuels qui existent entre les deux blocs
avec le PiS et les libéraux de PO principalement, donc ça va donner une sorte de nouveau départ à cette compétition. Mais en réalité, c'est un peu la même crise de leadership qui continue, parce qu'évidemment, les libéraux en face ne sont pas d'accord pour céder le terrain aussi facilement. Ça veut dire qu'il va y avoir des élections législatives dans l'année. Lors des élections, alors ce que ça peut changer, l'arrivée de ce mouvement qui s'appelle Viosna, le printemps, ce que ça peut changer, c'est que ça peut donner un surplus de voix que les libéraux avaient un peu perdu dans les sondages. C'est-à-dire que globalement, quand même, et c'est comme ça depuis 25 ans, on a 2 blocs électoraux qui sont à 30, 35, 40%, les libéraux, les nationaux conservateurs. En gros, quand on regarde... 35%. Voilà, c'est ça. Et évidemment, après, ça fluctue selon la conjoncture électorale. Ce que peut apporter l'arrivée de ce nouveau parti, c'est de redonner une longueur d'avance aux libéraux. Et l'opposition unie, la vieille opposition unie, plus ce nouveau parti, ça pourrait donner un avantage assez substantiel aux libéraux qui reprendraient le pouvoir dans ce cas. Et donc, par ailleurs, il faut être prudent en tout cas quand on fait des pronostics pour les prochaines dernières élections locales, les dernières élections locales ont montré qu'ils étaient loin d'avoir parti gagné pour les législatives. Jean-Yves Potel. Actuellement, tous les sondages sont à peu près 50-50. Pour des élections qui auront lieu encore une fois plus tard au mois de novembre. Que ce soit pour les élections européennes, que ce soit pour les élections de type législative. Les dernières que j'ai ramassées, c'est celle-ci. Mais je crois que ce qui est important sur l'opposition, c'est que, effectivement, PO, ce qu'on appelle la plateforme civique, garde un fort noyau, mais sa grande faiblesse, c'est qu'elle n'a toujours pas fait le bilan de son exercice du pouvoir. Elle le fait à la marge, et alors qu'il y a beaucoup de ressentiment vis-à-vis de cet exercice du pouvoir. Vous rappelez que c'était eux qui étaient au pouvoir avant. Ils ont à peu près, pendant 7-8 ans, ils ont gouverné la Pologne. Jusqu'en 2015. Jusqu'en 2015. Frédéric Zalewski. Oui, je voulais ajouter à ce que dit Jean-Yves, je pense qu'une des faiblesses de PO, c'est peut-être effectivement cette absence de bilan ou d'examen de ce qu'ils ont fait, mais c'est surtout le fait de ne pas avoir su, face au PiS, avoir un discours social. Je pense que ce qui a fait la victoire du PiS en 2015, c'est d'avoir un discours social, un discours sur la possibilité de financer un État-providence qui soit plus développé qu'il était auparavant, dans un contexte où il n'est pas aussi développé, pas aussi construit que dans des États anciens. Attention, et quand même, il y a une séquence vraiment fameuse de Komorowski, l'ancien président, qui ne sait pas répondre à une dame dans la rue, qui montre ce que, à ce moment-là, le PiS a joué sur du velours, sur ce thème Juste d'un mot, parce que moi je vous écoute depuis tout à l'heure, et j'ai le sentiment que finalement l'opposition est relativement bien structurée, en relativement bon état, et donc ça relativise ce que dit par exemple dans le documentaire le patron de la Gazeta, Wyborska, qui dit la Pologne est sur le chemin de l'autoritarisme. Ça ne le relativise pas. Le projet du PiS aujourd'hui, ce qu'il a fait sur l'état de droit, c'est un État autoritaire qu'il veut construire. Et il a raison, Kurski, là-dessus. Maintenant, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils vont gagner? Ça, c'est une autre affaire. Ce que je comprends en tout cas, c'est que la société polonaise est là pour... Une partie de la société polonaise dénonce complètement ce chemin autoritaire, et je pense qu'on n'a pas soulevé encore un point sur la victoire du PiS, c'est les nouvelles technologies. C'est quand même ce que j'ai appelé le kitsch patriotisme, ou le mélange de la postmodernité technique et d'un esprit conservateur. Ça, c'est assez unique et assez intéressant. Oui, ça, et les gens se sont fait avoir. Ils pensaient qu'ils avaient affaire. Beaucoup de gens se sont fait avoir. Quand vous discutez aujourd'hui avec les gens ordinaires qui ont voté pour PiS, les chauffeurs de taxi, les gens ordinaires, on n'a pas les discours sur le social et sur la Pologne en ruine. Le grand mot d'ordre du PiS, la Pologne en ruine, les gens rigolent aujourd'hui. Ils ne voient pas cette ruine. Donc, il faut quand même si le chauffeur de taxi... Martin Michelot. Martin Michelot. C'est plus complexe. C'est vrai qu'on a tendance, y compris dans les médias, y compris dans nos discussions d'experts, à se focaliser sur... par exemple, les prestations sociales ou d'autres thèmes. Mais en fait, c'est vrai qu'on a... la pauvreté a vraiment diminué. Non, mais évidemment que c'est important, je ne remets pas du tout ça en question. Ce que je veux dire, c'est que aussi, on parle d'état de droit, la réversibilité de certaines décisions qui ont été prises, de certaines orientations qui ont été prises, ça va être difficile de revenir en arrière. Et donc c'est aussi ça qui est un challenge pour l'opposition, c'est comment est-ce qu'on peut structurer un avenir pour ce pays dans le cadre que le PiS a créé. Et c'est là qu'il y a aussi une absence de réponse pour les gens plus politisés, comme on peut le dire. Et c'est là que la réponse a tendance à manquer de mon côté. Biedron, dans sa présentation... Alors attendez, de qui parlez-vous? Monsieur Biedron, qui est justement le printemps, ce mouvement dont a parlé Frédéric Zalewski. Il a dit effectivement qu'il prendrait des mesures par rapport à ces atteintes aux libertés, et il le fera.
Je pense que PO aussi le ferait un minimum. Mais par exemple, mais là, on se met dans un jeu permanent. Oui, mais il faut voir, parce qu'ils ont fait des choses qui sont... Rien n'est irréversible. Ils ont fait des choses sur la Cour constitutionnelle, sur les tribunaux, etc., sur l'organisation de la justice, qui nécessitent de revenir en arrière, mais il suffit de changer souvent quelques mesures pour le faire. Et sur un autre sujet important, qui est évidemment beaucoup là aussi mis en avant par le PiS, la question de l'immigration. Que dit l'opposition aujourd'hui? Est-ce que la société polonaise est prête à entendre un discours d'ouverture? Mais là aussi, on a beaucoup caricaturé l'attitude polonaise. Je reviens au meurtre du président de Gdańsk. On n'en a pas beaucoup parlé en France. C'était un homme extrêmement ouvert qui a arrangé lui-même, qui a parlé de cette question et qui a été suivi et réélu. Donc il ne faut pas non plus présenter ce pays comme un pays fermé à l'altérité. Ça fait partie du discours, de la narration exploitable comme en France. Oui, mais enfin, ce qu'il faudrait, à mon avis, insister sur un point, c'est que avant la crise dite migratoire, avant 2015, quand il y avait des sondages, à peu près 60-65% des Polonais étaient favorables à l'accueil de migrants. Mais ça a tourné au moment de la grande crise dite des migrants, avec l'attitude. Mais il est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu une double attitude. L'attitude de Kaczynski et du PiS, c'était non, avec une propagande sur la peur, sur ces islamistes. Moi, j'ai vu, comme tout le monde à la télévision, les islamistes qui débarquaient pour violer nos femmes et nos enfants. Ça, d'un côté. Et de l'autre côté, vous aviez un PPO qui, sur la question des quotas, a été très, très hésitante. Et c'est là-dessus qu'ils ont construit. Aujourd'hui, je pense que la Pologne, aujourd'hui, est encore sur une position très, très dure sur cette question, que le PO, probablement... eh bien, il aura une politique comme Macron, tout simplement. Et il faut rappeler il faut quand même rappeler qu'il y a une communauté ukrainienne en Pologne qui est extrêmement importante, à peu près 1 million d'habitants, qui aussi viennent participer au dynamisme économique du pays. Et donc, ça fait aussi partie de l'argumentaire politique du pays. C'est que si par hasard la crise en Ukraine devait s'intensifier, les Polonais sont en première ligne pour faire des efforts sur les questions migratoires, comme l'Italie, la Grèce, la France, l'Espagne peuvent être en première ligne pour les questions méditerranéennes. Je voudrais un tout dernier mot sur quelque chose qui est un petit peu en marge, encore que. Il se trouve que ce documentaire s'appelle « Make Poland Great Again », ce qui fait évidemment référence à Donald Trump. On va boucler la boucle, puisque vous avez un peu commencé par ça, par la question des populismes, par la question, finalement, vous nous disiez que ce sont des problématiques qu'on retrouve dans d'autres pays, Jean-Yves Potel. Le lien entre cette Pologne, qui se sent tellement européenne, et avec cette Amérique, et notamment cette Amérique de Donald Trump, comment est-ce que vous le décririez? Ça a toujours surpris les Français. Ouais. C'est incompréhensible en France. Ouais. Et ça fait partie de l'histoire polonaise. Il ne faut pas oublier des quantités de Polonais qui sont des exilés économiques dans les siècles passés aux États-Unis. Ça crée toute une communauté de connaissances et de transfert d'une capacité et d'un dynamisme économique invraisemblable. On voit bien les villages où on voit ces Polonais de l'Amérique qui aident les familles. Et ce n'est pas tout à fait la pauvreté polonaise dans d'autres régions. Donc il y a un lien culturel très très fort et peut-être un lien mental qui n'est pas en contradiction avec l'européanité, puisque... Puisque c'est un pays religieux dans son fondement et c'est un pays libéral. Les deux qualités américaines que beaucoup de Polonais retrouvent. Martin Michaud, puis après je vous laisse la parole. Je me focalisais juste sur les questions de défense parce que c'est important, mais j'ai souvent tendance à dire que la Pologne est en train de devenir l'Israël de l'Europe. En fait, est en train d'avoir la même fonction politique pour les États-Unis que l'Israël a au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'en matière de transfert de technologie, en matière de dépenses sur les questions militaires, en matière de doctrine militaire, en matière d'approche par rapport à la Russie, et même dans une certaine mesure par rapport à la Chine, vous avez des convergences de vues qui sont très très fortes entre la Pologne et les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis se servent de la Pologne un peu comme une encre de la pensée transatlantiste très forte en Europe centrale et en Europe. Un point d'ancrage au sein de l'Europe. Peut-être le mot de la fin, Jean-Yves Potel. Non, je pense que d'abord, sur les 50 millions de Polonais qui existent dans le monde, il y en a à peu près 8 à 9 qui vivent aux États-Unis. C'est la première chose qu'il faut dire. Deuxièmement, je pense que effectivement, les Polonais, les gouvernements polonais, avec des tas de nuances, aimeraient avoir un rapprochement très très fort avec les États-Unis. Troisièmement, je ne crois pas que les États-Unis, contrairement à ce que vous dites, ont tellement envie d'avoir des bases en Pologne. Aujourd'hui, ils ont une attitude qui est beaucoup plus, disons, modérée. Et il suffit de voir une question qui est une des questions clés que les Polonais discutent avec les Américains depuis
qui sont depuis la C'est les démocratie. visas. C'est les visas. C'est les visas. Avoir des visas, puis avoir des visas eh ben, ça marche pas. Les Américains, c'est Obama, c'était niet, Trump, c'était niet. Tous les autres ont toujours dit non. Et ça, ça me donne une idée. Et je ne crois pas que ça, c'est plutôt une question de politique américaine qu'une question d'Europe. Et je crois que, et d'ailleurs, je terminerai en disant que sous l'APO, dans les dernières années de l'APO, il y a eu quand même un grand discours européen à l'époque, et il y a eu un recentrage de la diplomatie polonaise beaucoup plus vers l'Europe et beaucoup moins atlantiste. C'est vrai. En tout cas, on comprend à vous entendre que le titre de ce documentaire Make Poland Great Again était finalement très bien choisi, puisqu'on a compris qu'il y avait aussi des liens très forts, notamment culturels, entre les peuples polonais et américains. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Je vais renvoyer à plusieurs ouvrages ou parutions, et notamment la revue d'études comparatives Est-Ouest, l'émergence d'une démocratie antilibérale en Pologne. Frédéric Zalewski, c'était en 2016. Oui, Je renvoie aussi à la revue Esprit, la prochaine parution, celle du mois de mars prochain, un nouvel autoritarisme en Pologne, que vous avez coordonné, Jean-Yves Potel. Voilà, ça paraîtra au mois de mars. Quand le soleil se couche à l'Est, la fin du système soviétique, là aussi, ça fait un certain temps, mais voilà, 2017, finalement, ça fait pas si longtemps que ça. Jean-Yves Potel, c'est aux éditions de l'Aube. Voilà, merci beaucoup à tous les quatre. Un monde en doc se poursuit avec d'abord un tout autre sujet. Nous allons maintenant parler de la détresse des bergers face au retour du loup en France. Ça fait plus de 25 ans maintenant. L'heure des loups, c'est un film de Marc Kahn. Ça pose d'énormes problèmes politiques dans les régions concernées. Et puis alors, un documentaire exceptionnel, ça nous ramène à la politique française. Documentaire sur l'effondrement du Parti socialiste aux dernières élections. Et cette conséquence toute récente, l'abandon du siège parisien du PS. L'adieu à Solferino, signé Grégoire Bizot et Cyril Lety. Excellent week-end sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde en doc.